Bonjour à tous, bienvenue pour une vidéo d'aide concernant le logiciel Git, qui est un logiciel, alors peut-être que vous connaissez ce dernier, que vous venez du coup sur la vidéo pour cela, ou alors vous ne connaissez absolument pas, et vous allez pouvoir découvrir ce petit programme très sympa et très pratique à utiliser dans cette vidéo. La vidéo sera répartie sur, on va dire en deux parties. Vous allez avoir une partie pour une utilisation standard. Alors, qui dit standard ne veut pas dire forcément basique, hein, attention, mais disons que ça conviendra à la majorité d'entre vous. Et pour ceux qui auront besoin par exemple de s'en servir pour travailler en groupe, faire du travail collaboratif ou dans un projet à plusieurs personnes, vous pourrez donc avoir une utilisation certainement un peu plus avancée, et dans ce cas-là, la seconde partie vous intéressera également. Donc vous pourrez comme savoir en fonction de votre utilisation. L'utilisation standard si vous êtes seul, et l'utilisation avancée pour les gens qui travailleraient éventuellement en groupe et utiliseraient du coup Git en collaboratif, donc avec plusieurs personnes. Voilà pour cette vidéo. Alors, qu'en est-il de Git? Qu'est-ce que c'est Git comme logiciel? Voilà, à quoi ça sert? Quel est son intérêt? Git est un logiciel dit de gestion de version, d'accord? Il est décentralisé, donc ça veut dire qu'il n'est pas forcément stocké chez une personne. On va pouvoir l'utiliser en local sur notre machine, on pourra l'utiliser avec des choses à distance, sur d'autres serveurs, d'autres machines, etc. Donc c'est vraiment décentralisé. Son intérêt, c'est de pouvoir gérer un système de version sur des fichiers. Qu'est-ce qu'on entend par là? Et c'est souvent d'ailleurs, en tout cas pour ça qu'il a été conçu à la base, c'est pour pouvoir gérer un ensemble de versions pour des fichiers de programmation. Par exemple, vous créez un logiciel et vous avez besoin de programmer ce logiciel, vous allez avoir plusieurs versions des fichiers au fur et à mesure que vous allez développer dessus, que vous allez ajouter des fonctionnalités, et il est pratique de pouvoir gérer plusieurs versions de ces fichiers, de pouvoir revenir en arrière si par exemple il y a eu une erreur ou qu'on veut revenir à une version antérieure, ce qu'on appelle un peu le système de time machine qui permet de revenir en arrière, etc. Et éventuellement, ça c'est pour le cas avancé, travailler à plusieurs, d'accord? Faire du travail collaboratif, travailler à plusieurs sur un même projet, sur les mêmes fichiers, pour être sûr que tout le monde ait le projet en fait dans l'état actuel, d'accord, qu'il soit bien synchronisé avec tout le monde. Donc voilà un peu comment ça fonctionne. Alors à tort, on pense que Git ne sert vraiment que pour les informaticiens ou les programmeurs ou les développeurs web qui voudraient par exemple gérer plusieurs versions d'un site web ou apporter des fonctionnalités via cet outil, et c'est faux. Git, c'est vraiment un logiciel de gestion de version, c'est-à-dire qu'il peut servir à toute personne qui a besoin d'un système de gestion de version. Je pense moi notamment au cas du développeur, pas du développeur mais de l'écrivain, qui voudrait écrire son livre sur un logiciel de traitement de texte et qui aurait besoin comme ça d'organiser ses différents chapitres, de pouvoir garder et sauvegarder plusieurs versions en fait des chapitres de son livre, donc de conserver un historique, parce que c'est ça que va permettre Git, et éventuellement en cas d'erreur, en cas de problème, de revenir à des versions antérieures. Donc vous voyez que ça ne sert pas forcément exclusivement aux programmeurs ou à l'informaticien. Ça peut même être pour d'autres personnes. À partir du moment où vous voulez en informatique gérer un système de version sur des fichiers quelconques, que ce soit des médias, des fichiers texte, de traitement de texte, du code source ou n'importe quoi, eh bien le logiciel Git peut vous servir. Donc si maintenant que vous savez en tout cas en quoi il consiste et que ça vous intéresse, je vais pouvoir montrer ça un petit peu au niveau de la vidéo. On va s'occuper déjà de le télécharger. Donc on va aller chercher Git, donc c'est le site git-scm.com au moment où je fais cette vidéo. On arrive sur ce genre de page, en tout cas au moment où je faisais cette vidéo, donc ça aura peut-être changé d'ici là, on sait jamais, hein. Au fil des années les sites peuvent changer de design ou autre. Et nous allons nous rendre dans la section Download. Pour les gens qui sont sur Windows, vous allez donc aller ici, et vous allez pouvoir récupérer la version correspondant à votre architecture, 32 ou 64 bits de Git. Si vous voulez utiliser une version portable, par exemple, qui peut être mise sur une clé USB, vous pouvez également. L'avantage, c'est que vous aurez juste à mettre ça sur clé USB, et en branchant la clé sur un PC, vous aurez accès directement à votre logiciel, ce qui sera évidemment très pratique pour pouvoir le balader un petit peu partout. Donc ça c'est pour Windows, donc moi j'ai récupéré la version 64 bits pour vous montrer dans cette vidéo. Pour les gens qui sont sur GNU Linux, vous allez avoir tout un ensemble donc, de possibilités. Si vous êtes sur une distribution type Debian, Ubuntu, Linux Mint, etc., Elementary OS, vous allez utiliser le fameux apt-get, install et puis le paquet Git. Vous avez également d'autres distributions prises en compte, Fedora, Arch Linux, etc. Et tout vous est expliqué. Voyez, on utilise toujours le gestionnaire de paquets propre à l'OS, et le paquet en général en question s'appelle toujours Git, comme vous voyez à peu près dans tous les cas. Donc c'est très facile à installer. Et pour les utilisateurs macOS, c'est très facile également, puisque vous aurez un fichier DMG, donc un exécutable Mac, qui vous permettra de tout installer directement aussi. Donc là on peut pas franchement faire plus simple au niveau installation, téléchargement, installation, là tout est ok à ce niveau-là. Donc c'est un logiciel qui est open source, d'accord, vous avez d'ailleurs même les sources qui sont disponibles ici, on a un lien là sur GitHub, je pense, ouais c'est ça, sur GitHub, donc GitHub qui est un site qui permet d'avoir un ensemble de dépôts, comme on va l'expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et on pourra utiliser ça.
Je fais une petite parenthèse aussi, vous avez la possibilité, parce que c'est un logiciel qu'on va utiliser en ligne de commande, via une console, parce que vous verrez que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus pratique, mais pour ceux vraiment qui sont allergiques à la console, vous pourrez toujours, si vous le voulez, et tout le site le recense, utiliser un client, donc un client avec une interface qu'on appelle une GUI, pour ceux qui ne le sauraient pas, en fonction de votre OS, qui vous permet d'avoir un affichage graphique du logiciel Git. Donc le plus connu, en tout cas moi celui que je connais bien, c'est Tortoise Git, que j'ai eu l'occasion d'utiliser, qui est pas mal du tout, qui est en licence comme vous voyez GPL, donc licence open source. Il est gratuit, pas besoin de payer. Donc il y en a pas mal, vous en avez selon l'OS, Windows, Mac, Linux, Android, iOS, ou pour toutes les versions. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous avez besoin d'une interface graphique, c'est pas obligatoire, mais je sais qu'il y en a qui vont préférer, vous pouvez toujours passer par là. Moi après dans la vidéo, je vous montrerai pas l'utilisation d'une interface graphique. Une interface graphique, c'est comme la console, sauf qu'au lieu de taper des commandes dans la console, vous devez cliquer sur des boutons. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de vous faire un tuto sur comment cliquer sur tel bouton, etc. Donc c'est à vous de vous débrouiller à ce niveau-là. Voilà pour ça, donc moi j'ai récupéré la version 64 ici, donc la 2.17.1.2 au moment où je fais cette vidéo, et nous allons l'installer. Alors on va faire une installation standard, d'accord, on va pas changer grand chose, mais je vais vous dire rapidement. Ça on va laisser, voilà, pas besoin de s'embêter là-dessus. Là vous pouvez choisir l'éditeur par défaut, si vous voulez, de l'outil. Donc maintenant, depuis récemment, vous pouvez utiliser Visual Studio Code, si jamais vous avez cet éditeur de code. Sinon il y a Notepad++ qui peut être pris en compte, Nano et Vim qui sont des éditeurs en mode console également. Donc moi je vais mettre Visual Studio, tant qu'à faire, puisque je l'ai. Donc je vais mettre celui-là. Hop. Ça on va laisser. Ouais, on va laisser ça. On va utiliser la fenêtre de commande Windows pour le coup, donc je vais laisser par défaut. Ça, je vais laisser par défaut aussi. Ça aussi. Ça aussi, voilà, ça on peut utiliser sur vraiment le terminal précis de Windows, donc le CMD, etc. Ou alors on peut utiliser un petit terminal, vous allez voir, qui ressemble vachement au terminal Linux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir taper les mêmes commandes que si nous étions sur Linux, même en étant sur Windows. Donc ce sera les mêmes commandes. Donc on va garder ça pour pas se compliquer. Et tout ça, on va laisser par défaut. Voilà. Après, vous libre à vous de voir pour paramétrer autrement l'installation. Si vraiment vous en avez la nécessité, vous savez ce que vous faites, mais encore une fois, pour la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de changer quoi que ce soit. Et il y a des configurations qui peuvent de toute manière être changées, même après l'installation, si nécessaire. Donc ça, c'est pas un problème du tout. Donc on va faire l'installation, ça va aller très vite de toute façon. Et à partir de là, nous allons pouvoir travailler directement sur la console pour l'outil. Donc on va lancer Git Bash, donc directement, vous l'avez accès dans le menu démarrer aussi. On va passer sur Git Bash, voilà, et on obtient cette petite interface, cette petite console de commande. Alors comme la police est un peu petite, d'accord, sur ce terminal, je vous dirai ce que je note à chaque fois pour que vous soyez sûr. Au pire, n'hésitez pas, voilà, à regarder plus en détail, mais logiquement, je vous dis tout, donc vous n'aurez pas de problème à ce niveau-là. Donc par défaut, nous sommes sur ce genre de terminal. Donc là, ce ne sont pas des commandes Windows, ce sont des commandes comme sur un terminal Linux, d'accord, qui fonctionne. Donc c'est pour ça que vous avez vu un terminal assez particulier pour faire ça. Donc la première chose à faire, ça va être de configurer déjà l'utilisation de Git. Git a besoin de deux choses très importantes et je vais en parler un peu plus en détail. Il va avoir besoin d'un identifiant, enfin en tout cas d'un pseudo pour vous identifier vous, et éventuellement d'une adresse mail. Vous n'êtes évidemment pas obligé de renseigner une adresse mail valide, vous pouvez mettre n'importe quoi. Et moi de toute façon pour la vidéo, je vais pas mettre une vraie adresse. Ça pourrait être changé n'importe quand, évidemment, mais là on va se charger de configurer tout ça par défaut. Donc on va en fait générer une configuration qui sera stockée donc sur Windows dans utilisateur, voilà, et puis votre pseudo, d'accord, votre pseudo de session. Vous aurez un fichier de configuration qui va être créé et on verra ça par la suite. Donc on va simplement taper la commande git espace config --global, voilà, espace user.name, et ensuite entre double cote, donc après espace, on met le nom que l'on veut. Moi je vais mettre déjà Champagne, d'accord. Voilà, là j'ai configuré mon nom, et je refais pareil, git config --global user.email pour un email. Donc je vais mettre un truc qui n'existe pas, parce que je m'en fiche, jachampagne@mail.com. Voilà. Donc n'essayez pas d'envoyer des mails dessus, ça ne marchera pas. Ok. Une fois que ça c'est fait, la configuration est prête, donc c'est très rapide, d'accord. Logiquement, j'ai obtenu un fichier de configuration, ici. Voilà, git config, si je l'ouvre d'ailleurs, vous allez obtenir ce genre de configuration. Donc vous voyez, si je veux modifier, ça peut être très rapide, juste à modifier ces champs-là, et je changerai la configuration, et ça va nous servir par la suite, donc c'est important de l'avoir. Donc ça, je vais le garder ici de côté. Et maintenant, nous allons commencer à utiliser Git et voir comment il fonctionne. Donc je vous ai dit que c'était un logiciel de gestion de version qui va pouvoir nous permettre de gérer différents projets. Donc nous, admettons, on a besoin de gérer, c'est ce qu'on va faire en priorité, parce que je vais pas forcément vous montrer comment ça fonctionne à distance, sachant que c'est un peu la même chose, mais comment gérer ce qu'on appelle un dépôt, ou au repository si on parle du terme anglais. Un dépôt, c'est simplement un répertoire
de travail dans lequel vous allez avoir un projet, d'accord? Donc c'est à vous de choisir l'endroit où vous voulez le mettre, ok? Ça c'est, il n'y a pas d'obligation, vous pouvez mettre ça où vous voulez, voilà, c'est vous qui voyez, donc ça peut être mis dans n'importe quel endroit, voilà, peu importe. Moi j'ai fait par exemple ici, voilà, dans documents, j'ai fait un répertoire Git repo, d'accord? Et je vais stocker ça ici. Donc je vais m'y rendre, voilà, on va faire ça, c'est des documents. Donc slash, je rappelle qu'on est comme sur du Linux, donc c'est des slash, hein, pas des anti-slash. On peut appuyer sur Tab pour compléter le chemin, voilà. Là je peux faire la commande ls qui va, donc c'est une commande comme Linux, hein, qui va lister le contenu du répertoire, donc on voit qu'on n'a évidemment rien. Et là nous allons créer un répertoire pour notre projet, pour notre dépôt. Alors soit vous pouvez le faire à la main, d'accord, vous avez le droit de créer un répertoire à la main en graphique, soit vous pouvez le faire directement via la console, avec la commande mkdir, pour make directory. Et ici mkdir, on va lui mettre un nom, moi je vais mettre... mon projet, vous voyez que c'est très recherché comme nom, voilà. Je vais aller dans ce dossier en utilisant la commande cd, donc change directory, mon projet, et là je me retrouve du coup, comme vous voyez dans le chemin ici, dans ce répertoire mon projet. À partir de là, on va initialiser le dépôt. Il faut dire en fait à Git d'initialiser un dépôt Git à cet endroit-là, avec la commande Git et plus loin init. Il vous met normalement initialized empty git repository in avec le chemin complet vers votre dépôt, et il a dû créer un dossier caché .git, là que vous voyez ou pas en fonction de la configuration de votre Windows, si vous affichez ou vous masquez les répertoires et fichiers cachés. Donc moi ils sont cachés par défaut, donc on ne le voit pas. Mais on a bien ce dossier mon projet qui a été créé. Voilà comment on a créé un dépôt. Donc c'est aussi simple que ça. C'est dans ce dépôt là que nous allons pouvoir travailler. Donc là, d'accord, je suis sur mon projet, je vais pouvoir faire ce que je veux. Ça, si je suis un écrivain, je peux créer un fichier de traitement de texte et puis commencer à écrire mon bouquin. Si je fais un programmeur, je peux commencer à coder, n'importe quoi, ou mettre un fichier quelconque, des notes, une recette de cuisine, enfin vraiment on peut mettre n'importe quoi. N'oubliez pas que c'est pour gérer un système de version pour des fichiers quelconques. Donc il n'y a pas besoin d'être informaticien ou programmeur, c'est accessible pour n'importe qui. Donc je peux très bien faire ça, faire un note.txt, et par exemple je mets voilà plein de choses dans ce fichier, peu importe, voilà. Donc je fais mon travail, d'accord, je fais mon petit projet, etc., mon petit truc, et une fois que ça c'est fait, il va falloir ajouter ce fichier au projet, parce que vous dites là je l'ai créé et tout, donc il devrait être pris en compte, mais non, il faut qu'il y ait une synchronisation qui soit faite, et qu'on active en fait l'historique sur ce fichier. C'est-à-dire que Git il va conserver un historique complet de toute l'activité de ce qui se passe dans votre dépôt. Ce qui vous permettra par la suite de revenir en arrière s'il y a eu un problème, de revenir à une version antérieure, de faire des comparaisons entre plusieurs versions du fichier, etc. etc. Donc il y a vraiment beaucoup de commandes qui sont possibles. Alors tout à l'heure on verra comment récupérer un dépôt distant, d'accord, par exemple le dépôt de quelque chose qui est en ligne. On regardera ça par la suite. Là pour le moment on va s'occuper de ce qui est ici en local. Un fichier, il peut être sous trois états, hein, si on veut grosso modo résumer. Vous avez donc l'état de modification, c'est-à-dire que le fichier est en cours de modification, que vous êtes en train de travailler dessus. Vous avez l'état dit stage, c'est-à-dire que le fichier a été modifié, il est prêt à être sauvegardé. Et vous avez l'état commit. Donc l'état de committed, donc c'est en fait quand le fichier a été sauvegardé. On parle de commit. On commit un fichier une fois qu'il a été terminé, qu'on a fini sa modification, et qu'on veut le sauvegarder, qu'on veut l'enregistrer pour l'ajouter à l'historique que Git va directement gérer. C'est son but, hein, c'est comme ça que fonctionne le logiciel. Donc pour cela, on va déjà ajouter en fait notre petit fichier au sein de l'historique. Donc on va utiliser la commande git add, et ensuite espace, donc git espace add, espace, le nom du fichier. On peut en mettre d'ailleurs plusieurs à la suite en séparant par des espaces, mais nous c'est le fameux note.txt. Donc je vais faire ça, note.txt, et là, si vous n'avez pas eu d'erreur, c'est qu'il a bien été ajouté à l'historique. Donc là on a simplement dit d'ajouter, c'est-à-dire qu'on l'a mis dans la zone, ce qu'on appelle la stage area, la zone de stage en fait, donc la zone de préparation à la sauvegarde, d'accord, de tout ce que vous avez dans votre dépôt, en faisant ce fameux git add. Il ne reste plus maintenant qu'à committer, c'est-à-dire à indiquer qu'on a vraiment modifié le fichier, qu'on veut le sauvegarder, donc le prendre en compte en fait dans l'historique de Git et donc dans le dépôt. Et pour cela, on va utiliser la commande git espace commit, donc avec 2 M, attention. Et éventuellement, vous pouvez mettre un message qui permet d'indiquer en fait d'écrire le commit que vous avez fait. C'est mieux. Donc vous mettez un "-m" et ensuite entre double guillemets, un double code, vous mettez le message correspondant. Donc moi ça va être quoi? Ça va être ajout de note.txt par exemple. On peut également, si on veut, faire entrer, aller à la ligne en fait, et laisser une ligne blanche, et ensuite rajouter une description, donc si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez faire ça.
Là je fais entrer, simplement, et vous voyez ce qu'il me met. Master, mon route, commit, etc. Il nous met un numéro ici, ça c'est le numéro du commit, d'accord, c'est son identifiant qui permet de l'identifier parmi tous les autres commits. La description, et il vous met qu'il a changé un fichier, voilà, une insertion donc il l'a ajouté, etc., etc. Donc toutes les infos sont là, donc très pratique. Donc là ça a été pris en compte, le fichier a été commité, donc c'est bon, il est disponible. Alors ça c'est très pratique parce que tous ces fichiers là on va pouvoir du coup avoir, comme je vous dis, un historique, c'est-à-dire que n'importe qui, donc là je vais faire un clear pour effacer la console, n'importe qui, donc en travaillant sur ce dépôt, pourra avoir un log, donc c'est-à-dire un fichier en fait, un historique de toute l'activité qui s'est passée sur ce dépôt, en utilisant la commande git plus loin log. Et là regardez, on retrouve le fameux commit de tout à l'heure, que je viens de faire. Il vous met voilà l'auteur, donc Ja Champagne, il vous met même mon adresse email, donc évidemment fausse pour le coup, la date du commit et le petit commentaire que j'ai laissé pour ce fameux commit. Donc très pratique, s'il y a plusieurs commits qui sont faits, vous aurez évidemment un log en conséquence de tout ce qui a été noté, tout ce qui a été sauvegardé. Donc c'est là que c'est du coup très très pratique. Donc n'oubliez pas cette chose, hein. Vous avez la modification d'un fichier, d'accord? Vous avez ensuite, quand le fichier est placé, donc avec par exemple un add, un git add en stage area, donc c'est le terme employé pour dire voilà que le fichier est prêt à être sauvegardé, et ensuite vous avez la phase de commit qui va effectivement le sauvegarder et qui va l'enregistrer dans l'historique de Git. Donc ça c'est important de l'avoir pour avoir tout un suivi de ce qui se passe dans le dépôt. Voilà grosso modo, donc je vais résumer, est-ce que je peux faire ça? Je vais faire ça là, parce que je vous ai pas mis de notes pour cette vidéo. Je vais vous les noter ici. Pour ceux qui veulent prendre des notes, hein, on va noter ça au fur et à mesure. Donc vous avez dit, hein, la vidéo va être un peu longue, mais c'est normal, je veux faire qu'une seule vidéo sur Git, hein, je veux pas en faire plusieurs. Sur cette playlist, je fais pas des séances ou des épisodes en plusieurs parties. Il y a une vidéo, une chose, donc on essaye de rester comme ça. Donc je vous ai montré, alors on avait montré le git config, hein, le fameux, en faisant par exemple... Je vais vous les renoter toutes, hein, comme ça vous aurez tout au fur et à mesure, parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien pouvoir noter. Voilà, donc ça c'est le git config, ok. On va avoir le fameux git init, donc ça c'est pour initialiser, alors je vous mets pas la description, ça c'est à vous de prendre vos notes, hein, je vais pas tout noter à votre place quand même. Donc le git init c'est pour initialiser un dépôt quand on est dans le bon répertoire. Donc je rappelle d'ailleurs que les commandes Linux, hein, mkdir, voilà, créer un répertoire. Donc ça c'est du Linux, hein, c'est pas propre à Git, c'est propre à Linux de manière générale, mais ils ont repris les mêmes commandes. ls c'est lister contenu d'un répertoire, le conteneur bien sûr. Je vais y arriver, hein, j'arrive plus à... Wow, j'arrive plus à écrire, au secours. Voilà, et puis on a bien évidemment cd chemin, accéder à chemin. Donc vous mettez bien évidemment le... Voilà. Donc je l'ai pas dit bien sûr, mais voilà, il faut mettre un chemin. Lister le contenu de répertoire, donc soit on met un nom de répertoire, soit on met un chemin complet, peu importe. Créer un répertoire qui s'appelle, voilà, qui aura à la place de name, quoi. Donc voilà pour les commandes vite fait. Donc le git init, on va faire un git add file, donc ça c'est le nom du fichier, donc ça c'est pour créer non c'est pour pas créer, mais ajouter le fichier en vue d'être sauvegardé, d'accord? C'est ce qui va le mettre en mode staged, ok? Et ensuite on va avoir le git commit. Et ce que je mets en crochet, c'est que c'est pas obligatoire, mais c'est bien de le mettre avec le message. Et suite description du commit. Voilà. Quand je mets quelque chose en crochet, c'est qu'il est facultatif, on n'est pas obligé de le mettre. Voilà, ça c'est vraiment la base pour tout ça. On a d'autres commandes aussi. Si vous voulez par exemple faire le add et le commit en même temps, c'est possible, hein, les deux là. On a le raccourci qui est simplement, en fait vous faites git commit-a, ça va faire un add, et vous pouvez directement ajouter le message. D'accord. En faisant ça, eh bien, il va ajouter le fichier en question, d'accord, concernant ça, et il va le committer. On peut aussi dire d'ajouter et de préparer pour la sauvegarde tous les fichiers d'un répertoire en particulier. Pour ça, on va faire la commande, donc je la montre ici, et je ne vais pas la faire dans le terminal, git add-all étoile. Donc là, il va préparer la sauvegarde tout. Donc d'accord, d'un coup. Donc si vous créez par exemple ici, je crée 15 fichiers, et bien il va préparer à la sauvegarde ces 15 fichiers. Et après j'aurai plus qu'à faire un seul commit, hein, faut pas faire un commit par fichier, mais un seul commit pour dire bah voilà j'ai ajouté 15 fichiers par exemple. Même si évidemment dans un vrai cas ou un vrai projet ce serait pas propre du tout de faire comme ça, hein, je le dis quand même, au cas où. Et voilà. On a d'autres commandes aussi très pratiques, notamment une commande pour pouvoir par exemple déplacer, d'accord, un fichier.
on peut utiliser par exemple git mv, qui peut servir d'ailleurs aussi pour renommer le fichier, en faisant par exemple note.txt, en le nommant info.txt. D'accord, on peut faire ce genre de choses. Ok, et là vous voyez qu'il a été renommé info. Et à partir de là, attention, chaque chose que vous faites, quand vous faites un add, quand vous faites un mv ou autre, vous devez committer le changement. Sinon, rappelez-vous, vous n'avez pas sauvegardé. Vous avez juste préparé à la sauvegarde le fichier, mais vous n'avez rien commit. Donc il faut refaire un git commit, par exemple, -m, changement de nom. Par exemple, changement de nom, on peut mettre note.txt devient du coup info.txt. Voilà, et là vous voyez, il vous le dit rename note en info.txt 100%. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de problème, il a bien renommé le fichier et ça a bien été pris en compte dans l'historique. Si je fais un git log, regardez, on voit tous mes commits. On voit qu'il y a eu l'ajout de notes et on voit qu'il y a eu bien le changement de nom qui a été pris en compte, avec la date encore une fois et tout. Donc pas de problème à ce niveau-là. Donc ça je vous les mets ici, les commandes. Hein. Git mv, ancien, on va dire ancien chemin, ancien nom, hein, si vous voulez, parce que ça peut soit servir à déplacer un fichier dans un répertoire ou alors à le renommer également, parce que si à la fin vous changez le nom, eh bien ça changera voilà, le nommage. Et vous avez le, bon je vais pas le faire ici, le git rm pour évidemment supprimer le fichier. D'accord. Donc ça logiquement les commandes mv, rm, etc. ça fait vraiment penser pour ceux qui suivent ma formation GNU Linux aux commandes du shell Linux, hein, évidemment. C'est lié directement à ça. Voilà pour ça. On a vu également git log, je vous en ai parlé, ça c'est pour l'historique. On a également git status. Ça c'est si on veut gérer évidemment tout ce qui est en fait non commité, c'est-à-dire que log il va vous afficher l'historique de tout ce qui a été sauvegardé, et status tout ce qui ne l'a pas été, d'accord. En faisant par exemple ceci, voilà. Donc là on voit qu'il il vous met qu'il n'y a rien, nothing to commit, ça veut dire qu'il n'y a rien à commit, c'est-à-dire qu'on n'a rien ajouté de plus. D'ailleurs on va le faire là exprès, on va ajouter un fichier source par exemple, on va mettre un index.html, d'accord, un petit fichier web, on va l'ajouter, git add index.html, et là si je fais un git status, regardez, vous voyez, il vous met qu'un nouveau fichier qui a été ajouté, index.html, qui attend du coup à être commit. Vous voyez, donc c'est très précis, hein, on arrive vraiment, le git est capable de voir tout ce que vous faites sur le dépôt. Et c'est seulement quand j'aurai fait git commit-m et le message, ajout de index.html, que là j'aurai pris en compte, voilà, ajout de index.html, le commit aura bien sauvegardé dans le dépôt le fichier. Donc ça attention, hein, pensez bien à le faire, toute action que vous faites, git add, git mv, git rm, etc., toute action sur un fichier, sur un répertoire, parce qu'on peut le faire sur un répertoire aussi, doit être committé pour être sauvegardé. Sinon c'est juste préparé à la sauvegarde, d'accord. C'est en mode, comme je dis, en stage, en état stage. Donc attention à ça, hein, pour les commandes. On peut également vérifier une différence entre plusieurs commits. Donc ça peut servir par exemple à comparer plusieurs commits que nous avons eus. En faisant simplement, je peux vous mettre tout ça ici. Vous mettez git diff et vous mettez ici par exemple le premier commit et ici le deuxième. Donc notamment son identifiant. Vous savez, on avait un identifiant tout à l'heure des commits. Donc en faisant ça, eh bien ça vous permettra de comparer par exemple la différence entre plusieurs commits. Donc ça peut servir dans certains cas, c'est plus pour de l'analyse ou autre. Vous pouvez vérifier ça. Donc là par exemple vous avez des numéros. Je sais pas si on peut faire un... Attendez, est-ce qu'il le prend en compte? Parce qu'on a le petit numéro quand on fait un commit, mais ici il prend un grand identifiant. Est-ce qu'il fait un copier? Ouais, il prend le copier-coller, ce terminal, super. C'est incroyable. Par exemple, je fais ça. Hop. Copie. Paste. Voilà. Donc vous voyez, il vous met tout ce qui s'est passé en fait par rapport à ça. Donc entre ce commit-là et ce commit-là, il vous met tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il y a eu. Donc tous les changements, etc. Donc ça peut servir, je vous la donne comme commande, parce que c'est une commande à connaître également, qui pourra vous servir pas mal au niveau de Git. Donc là on est sur l'utilisation standard, d'accord. On est vraiment sur des choses très simples. Voilà, je vous ai montré tout ce qu'il fallait. Donc d'ailleurs ça je vais plutôt le mettre à la fin. Parce que ça ce sont des opérations, voilà, ça va tout seul. Ça c'est des opérations sur l'ensemble des fichiers. Et ça ensuite c'est l'opération pour la sauvegarde. Et ça c'est plus des opérations pour vérifier les choses, etc. Pour faire de l'analyse, de la vérification, de la recherche, tout ça, tout ça. Est-ce que j'ai rien oublié? Parce qu'on a vite fait d'oublier des commandes là-dessus, donc j'essaie de voir un petit peu. Je vous ai tout dit. Alors, je vous ai pas dit pour le pull, les push, mais ça on verra après. C'est surtout utile quand on travaille en distant, donc on va le voir juste après. On va travailler avec un dépôt distant. Ça c'est bon. Pour les commandes en local, c'est tout ce que j'ai à vous donner. Je pense que ce sera déjà pas mal pour commencer.
Maintenant, on va travailler avec un dépôt distant, c'est-à-dire que au lieu de travailler sur mon projet ici, je vais récupérer le dépôt de quelqu'un. Alors, il faut savoir que vous avez des sites qui permettent de récupérer des dépôts publics, et l'un des plus connus, je pense que vous connaissez pour la plupart, c'est GitHub. D'ailleurs, qui porte le nom Git à l'intérieur, c'est pas pour rien. Voilà, on va aller sur GitHub, et on va chercher un dépôt public, parce que ce sont des dépôts publics pour la majorité des cas. N'importe quoi, on va faire gaming, je tapais gaming, tiens on va voir ce qu'on trouve en dépôt public là-dessus. Ah bah tiens on a Lutris. Lutris, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'équivalent de Steam qui est open source, utilisable sur Linux, tout ça. C'est un espèce de client pour le jeu vidéo. Donc là vous voyez qu'on a un ensemble de plein de fichiers, d'accord, avec tout le code source, parce que c'est open source, tout le code source qui a permis de créer le logiciel Lutris. Alors pour les gens qui n'utiliseraient pas un logiciel comme Git, vous pouvez récupérer une archive de tout ça, une archive zip, en allant par exemple pour GitHub en tout cas, en allant ici en faisant download zip. Vous pouvez récupérer comme ça une version zippée de tout ça. Maintenant, si on veut avoir toujours une version à jour de ce dépôt, on va travailler évidemment avec Git. C'est-à-dire qu'on va récupérer le chemin vers ce dépôt. C'est celui-là, d'accord, le github.com, lutris nanana. Donc on le récupère et on va le cloner. On va cloner ce dépôt en local, d'accord. Dans mon répertoire ici Git repo, je vais cloner tout ce dépôt-là. Comment faire? Eh bien c'est très simple. On va utiliser la commande git plus loin clone, d'accord, suivi ensuite du chemin. Donc soit c'est un répertoire directement pour Git, vous mettez ça, git // et le nom du dépôt, soit c'est un chemin précis, une URL, etc. Et nous c'est ce qu'on a. Donc ce fameux https etc. github.com/lutris/lutris.git. Je fais entrer. Alors vous pouvez soit faire comme ça et il va prendre le nom du dépôt ici, d'accord, qui a été choisi par défaut par celui qui a fait le dépôt, soit vous voulez donner un nom vous-même au dépôt, et dans ce cas-là vous l'ajoutez après un espace. Par exemple, moi je vais mettre lutris-client, voilà. Donc là vous voyez il fait cloning into, il va télécharger tout le contenu du dépôt. Vous voyez, ça va se télécharger. Attendez, je l'ai téléchargé au mauvais endroit. Bravo, je l'ai fait dans l'autre répertoire du dépôt. Bien joué. Donc on va refaire cd2 point. Voilà, il faut aller évidemment ici, là où il y a tous mes projets. On va recommencer. Je l'ai cloné à un mauvais endroit. Voilà. Et là, c'est terminé. Donc vous voyez que j'ai récupéré tout, absolument tout. Le bin, doc, Debian, tout ce qui est là, ça a fait une copie exacte, conforme de ce qui est disponible là. J'ai fait un clonage, j'ai cloné le dépôt Git ici, en local sur ma machine, dans mon répertoire de travail, là où j'ai voulu mettre mes dépôts Git. Donc très pratique. À partir de là, on peut tout vérifier dessus. Il suffit d'aller dans le répertoire, cd lutris client, et puis je peux évidemment faire un fameux git log, comme on l'a vu. Et vous avez tous les commits qui ont été faits par le développeur, celui qui s'est occupé de contribuer à ça. On peut appuyer sur entrée, d'ailleurs s'il y en a beaucoup, vous voyez, pour afficher la liste, parce que ça... Évidemment, là, il y a beaucoup plus de commits que ça. Voilà, s'il y en a, je pense que ça s'arrêterait pas. Donc il doit y en avoir énormément. Donc on voit que la personne, vous voyez, il a pas mis d'email, lui, il a juste mis un pseudo. Par exemple, ici, on a un certain Astis, là, on a un Mathieu Commandon, donc il y a plusieurs personnes, évidemment, qui contribuent à ce projet, Lutris. Et on voit du coup que voilà, les gens ont commité pas mal de choses, pas mal de changements. Donc ils ont modifié en fait des parties du code de Lutris, et ensuite ils ont directement été modifiés la version donc du dépôt distant. Donc ça, on en parlera un petit peu après. Voilà pour ça. Alors ça, je vais le montrer quand même. Je vais le mettre ici. On peut faire un git clone. Donc vous avez soit ça, et puis le nom du dépôt. Soit vous avez évidemment une adresse genre HTTPS. Voilà, avec le chemin vers le dépôt. Etc. Donc c'est toujours un peu pareil. C'est git clone simplement, et suivi de tout ça. Ok, pour les commandes. Donc là du coup, ce que je peux faire, j'ai accès à tout, d'accord, et je peux récupérer ça. Admettons que là dans un mois, d'accord, je laisse ça pendant un mois. Dans un mois je reviens et je veux être sûr d'avoir la dernière version du dépôt, parce que ça veut dire qu'il y a quand même des chances que les développeurs ils aient en un mois modifié des choses depuis. Pour mettre à jour, donc pour synchroniser l'ensemble du dépôt par rapport au dépôt distant, donc une fois que je suis dans le répertoire du fameux dépôt, Lutris notamment, j'ai juste à faire un git pull. Éventuellement origine machin, on en parlera plus tard, on va pas parler des branches pour le moment, parce que ça c'est sur la deuxième partie de la vidéo concernant l'utilisation avancée. Donc juste avec un git pull, je fais ça, et il va mettre à jour en fait, s'il y a une nécessité de mettre à jour certains fichiers. Donc moi il me met already up to date, puisque évidemment je viens de faire un clonage, donc a priori j'ai la version la plus récente. Voilà. Et maintenant, comment on travaillerait? Imaginez un développeur qui va travailler là-dessus, et bien il va modifier des choses, d'accord, il va pouvoir modifier certains fichiers, modifier le code source, travailler sur ce projet-là. Et quand il aura quelque chose à committer, donc à commit, eh bien il pourra tout simplement
faire la modification. Donc s'il y a besoin de créer un nouveau fichier, il fera le fameux git add comme on a vu. S'il a juste modifié quelque chose, il aura juste à commit. Et quand il va commit, ça va prendre en compte le changement qu'il a fait. Et à la fin, pour envoyer la modification qu'il a faite sur le dépôt distant, d'accord, donc le fameux dépôt qui est ici, il pourra faire la fameuse commande. Donc on va mettre ça ici. Donc il y a le git pull et vous avez le git push. Alors on précise origin master, pour le moment vous n'avez pas besoin de savoir ce que c'est, ça concerne en fait des branches. Des branches c'est simplement des parties du dépôt, du projet, d'accord. Il y a origin en fait master qui sont les termes par défaut utilisés pour ça. Ça veut simplement dire en fait qu'on va pousser vers la branche principale du dépôt l'ensemble des modifications qui ont été faites. Voilà. Donc ça sous-entend d'avoir fait des modifications, d'avoir fait des commits et ensuite de pousser ça, et évidemment d'avoir l'autorisation, parce que les gens ne sont pas obligés de forcément autoriser n'importe qui à aller modifier ça. Par contre, admettons qu'il y a un développeur qui a modifié un mauvais fichier ou qui a fait une bêtise, et bien l'avantage d'un logiciel comme Git, qui utilise un historique, c'est que n'importe quand, il sera possible de revenir en arrière ou de revenir à l'état d'un commit. Et pour ça, il y a pas mal de commandes intéressantes. On a la commande, je vais vous montrer ici, donc je ne vais pas les utiliser parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour les exemples que j'ai montrés, mais vous avez la commande get reset-hard, enfin pas de tirer mais espace head en majuscule. Donc le head, j'en parle pas, c'est un pointeur. C'est un pointeur en fait vers la branche principale par défaut, j'en parlerai dans la deuxième partie de la vidéo pour ceux que ça intéresse. On a ça. Donc ça c'est pour tout simplement annuler en fait tous les changements qui ont été spécifiés en fait depuis le dernier commit, d'accord. Tout ce qui a été fait depuis le dernier commit, si on veut revenir en arrière, faire ce qu'on appelle un rollback, on utilisera cette commande. Si on veut en revanche supprimer juste ce qui a été fait au dernier commit, eh bien on fera tout simplement un get reset hard head, mais en mettant un petit circonflexe après, d'accord. Et si on veut restaurer le dépôt dans l'état lors d'un commit quelconque, en ayant par exemple l'identifiant du commit, eh bien il suffit simplement de faire un c'est revert, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et ici l'identifiant du commit, d'accord. Voilà, le commit en question. C'est-à-dire que là, c'est un peu le fonctionnement de la time machine, pour ceux qui connaissent, ça va remettre le dépôt en l'état tel qu'il était au moment de ce commit. Puisque Git sauvegarde en fait un historique complet de tout ce qui va se passer sur le dépôt, tout ce qui a été modifié, ajouté, supprimé, etc. Donc il est capable sans problème de revenir à un état précédent et de virer tout ce qui a pu être changé après. Donc ça permet de corriger les erreurs d'un camarade par exemple qui aurait fait une bêtise, ou de revenir en arrière parce qu'on a fait une erreur ou parce que finalement on n'est pas content d'une modification, on veut revenir sur une étape précédente. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter dans un projet, ça c'est le conseil que je vous donne quand vous bossez avec Git, de ne pas hésiter à faire des commits réguliers, d'accord. Dès que vous faites des modifications, quand ça commence à prendre une certaine ampleur, n'hésitez pas à commit, comme ça si un jour vous avez besoin de revenir en arrière, via un système d'historique de Git, vous pourrez revenir avec revert au commit que vous voulez en question. Donc c'est bien d'avoir comme ça des commits qui sont, qui sont bien renseignés, d'accord, qui ont un message de description suffisamment clair pour pouvoir revenir à l'état que l'on voudrait en cas de problème. Donc ça c'est très important. Voilà pour ça, je pense que j'ai fait le tour de l'utilisation, on va dire, standard de Git. Il y a vous voyez qu'il y a beaucoup de choses, mine de rien. On pourrait penser qu'il y a juste 2-3 commandes, mais en fait il y a beaucoup plus que ça. Mais c'est relativement, je pense en tout cas simple. Je pense pas qu'il y ait de complications dans tout ce que je vous ai dit. C'est juste des commandes à connaître, d'accord. Il n'y a pas de secret, il faudra les apprendre. À force de l'utiliser, de toute façon vous les apprendrez par cœur, ça rentrera tout seul. Il y en a peut-être que vous n'utiliserez jamais, mais logiquement là toutes celles que je vous ai données, c'est principalement les commandes quand même de base, celles qu'on va retrouver très régulièrement. Donc a priori vous en aurez l'usage un petit peu à chaque fois. Donc voilà, n'hésitez pas à les prendre en note, n'hésitez pas à noter ce qu'elles font, etc. À les tester évidemment sur un projet, comme ça vous pourrez travailler directement. On va passer maintenant, donc pour ceux qui veulent se contenter de ça, vous pouvez vous arrêter là au moment de la vidéo. Là on va attaquer la partie utilisation avancée, d'accord. C'est pour ça que cette vidéo est assez longue, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc là on va parler d'une utilisation plus avancée de Git, notamment pour ceux qui voudront travailler en groupe, qui voudront travailler en collaboration avec d'autres personnes, et où chacun par exemple aura son propre dépôt Git et pourra ensuite travailler avec un dépôt distant, comme on l'a vu. Donc c'est dans ce cas-là. Donc voilà pour ça. Alors ça je vais peut-être l'enlever, du coup. Ouais, on va l'enlever pour éviter de faire trop lourd. Voilà. Nous allons parler du coup de la notion de branche. Une branche, c'est très simple. Imaginez que votre dépôt c'est un arbre, d'accord. Nous avons la branche principale de notre dépôt, d'accord, qui est la branche dite master, d'accord. D'ailleurs, si on va sur l'utris ici, on devrait la voir. Logiquement, branches, voilà. On voit qu'elle a la branche master, d'accord. C'est la branche par défaut. C'est celle qui est faite pour tous les projets, quels qu'ils soient. Moi par exemple, là quand j'ai créé mon répertoire ici, voilà mon projet. D'ailleurs on peut peut-être même le revoir ici. C'est des points.
git log peut-être. Attendez, je suis pas allé sur mon répertoire. Voilà. Là, je fais un git log dans mon répertoire, mon projet. Vous voyez qu'il a mis head flash master. Master, c'est, comme je vous l'ai dit, le nom du dépôt. On le voit d'ailleurs même ici. Hein. Il affiche master le terminal. Le nom de la branche courante, donc de la branche principale de notre dépôt. Head, en fait, c'est simplement un petit pointeur vers, donc par défaut en tout cas, c'est un pointeur qui mène vers cette branche, d'accord, vers la branche courante, c'est-à-dire celle qu'on est en train d'utiliser. Donc par défaut, c'est pour ça que je vous avais dit que c'était une utilisation standard, vous n'aurez jamais besoin d'utiliser de branche autre que master, d'accord. Moi par exemple, dans mes projets perso, je m'amuse pas à créer 15 000 branches et tout, j'en ai pas forcément l'utilité, ou alors pour des cas très spécifiques. Donc la plupart du temps, avec juste la branche master, on arrive à s'en sortir, et évidemment le pointeur head pointera toujours sur master. Donc c'est pour ça qu'on a souvent ce mot là qui revient, notamment pour la commande de tout à l'heure, là où on faisait le reset, hein, le git reset hard et suivi de head. C'est grâce à ça. C'est parce que c'est le pointeur qui va ensuite travailler sur la bonne branche pour être sûr qu'on fasse le rollback, donc le retour en arrière, sur évidemment les bonnes parties du dépôt. Mais dans certains projets, on aura peut-être besoin de créer d'autres branches, comme une branche d'un arbre. L'avantage de créer une autre branche, c'est qu'on va pouvoir de manière parallèle modifier le projet, mais sans affecter la branche principale. Dans quel cas ça peut servir? Eh bien dans beaucoup, d'accord? Ça peut servir par exemple pour quelqu'un qui veut corriger un bug. C'est-à-dire que vous êtes à 2-3 personnes sur un projet, et puis il y en a un parmi vous qui se rend compte qu'il y a un bug sur une partie. Vous n'avez pas forcément envie de casser le projet principal, de casser voilà, le travail qui a été fait, donc vous allez créer une branche en parallèle pour corriger le bug. Et une fois que selon vous le bug sera corrigé, vous pourrez fusionner votre branche, d'accord, de correction de bug avec le projet original. Ce qui fait que les gens obtiendront tous à la fin, grâce au git pull, hein, comme on a vu, un projet avec le bug corrigé. D'accord. Donc on peut faire comme ça des branches pour du debug, c'est tout à fait possible. On peut également faire des branches pour des simples tests, d'accord. Par exemple, quand on veut tester quelque chose, un ajout de fonctionnalité ou autre, eh bien on peut très bien créer une branche pour faire des tests. On peut aussi créer des branches pour, par exemple, travailler sur l'ajout d'une fonctionnalité, genre développer quelque chose d'assez conséquent, qui aurait besoin voilà, de pas mal de temps avant d'être réintégré à la branche principale, et dans ce cas-là, ça peut aussi avoir un intérêt de créer des branches différentes. Donc voilà plein d'exemples, ils sont pas exhaustifs, il y en a certainement d'autres qu'on pourrait donner, mais grosso modo, voilà l'intérêt. Ça permet de travailler en parallèle sur le projet, c'est-à-dire qu'on va faire plus ou moins une copie en fait de ça, mais sans affecter l'original. Et on va travailler sur une version parallèle à nous. Et ensuite, on pourra éventuellement fusionner notre branche avec la principale, donc ça va évidemment faire des comparaisons de fichiers, etc., pour ensuite avoir quelque chose voilà, de fonctionnel à la fin. Donc c'est là tout l'intérêt, c'est pour ça que je vous avais dit, ça ne concernera que les gens qui travaillent en groupe ou qui travaillent à plusieurs sur un projet. Si vous travaillez tout seul, honnêtement l'utilisation de branches, elle est quand même assez rarement utilisée quand on est seul. Ça peut servir, il y en a plein qui le font, mais c'est quand même beaucoup plus rare que sur des projets de groupe. Donc voilà ce qui est à savoir. On va regarder du coup comment créer des branches, donc on va le faire très rapidement parce que j'ai pas forcément un vrai projet pour le montrer, mais on va regarder. Donc là on est sur mon projet. On va créer une branche déjà, alors on peut les lister. On va déjà commencer par lister les branches disponibles. En faisant git branch, tout simplement. Ça va les lister. Donc je vais faire git, plus loin, branch. Et vous voyez que là il me met une étoile en mettant master, parce que je n'ai évidemment que cette branche là. On va en créer une nouvelle, en faisant simplement git branch et le nom, d'accord. Donc par exemple, ça peut être, je peux faire une branche par exemple pour du dev, genre je veux ajouter, je suis en train par exemple de coder un site web, d'accord, que j'ai mis sur Git, sur mon dépôt, et là je veux faire une nouvelle version de mon site, ou alors modifier par exemple l'interface des news, et bien comme je veux pas casser le dépôt original, je vais faire une branche en parallèle pour modifier le design de ma page de news, et après je pourrais éventuellement la fusionner pour que ça prenne en compte la modification et que ça mette à jour l'ensemble du site original. Donc je vais faire git branch, puis je vais créer une branche dev par exemple. On peut faire ça. Et là on voit que si je fais git branch tout court, vous voyez qu'il a ajouté dev. Donc master reste toujours la branche principale, ça change pas, hein, c'est pour ça que ça porte ce nom, hein, ça vous pouvez pas le changer. Mais on a maintenant la branche dev qui vient d'être faite. Donc très pratique. Maintenant comment dire que je travaille sur telle branche? Là vous voyez que je suis sur master, d'ailleurs c'est même affiché ici. Il suffit simplement d'utiliser la commande, alors je vais la mettre ici, git checkout, et le nom de la branche. C'est pour changer de branche courante, c'est-à-dire que le pointeur head il va pointer sur la branche que vous avez spécifiée. Donc checkout dev. Et là vous voyez qu'il me le marque bien dans mon chemin ici. À la fin il me marque dev ici entre parenthèses. Donc je suis bien sur la branche que je voulais. Et vous voyez que la petite étoile, donc ça c'est un petit indicateur dans la console, il s'est mis du coup devant dev et dev s'est mis en vert. D'accord, c'est pour indiquer en fait le répertoire, la branche courante. Donc là maintenant je peux commencer à travailler.
je peux faire tout un tas de choses. Je ne vais pas altérer en fait la branche principale du projet. Je peux ajouter des fichiers, plein de choses. Par exemple, je peux refaire un nouveau fichier ici, index.html, d'accord, sans problème. Sur mon dépôt, ça va pas se mélanger. Et après, une fois que j'aurai fait ma modification, donc je peux pas vraiment vous le montrer parce qu'il faudrait que je fasse voilà tout un tas de trucs qui sont intéressants, donc je vais faire quand même une vidéo pas trop longue non plus, pas qui dure pas 15 heures. Une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai plus qu'à fusionner la branche que je veux. Alors c'est pas obligatoire, hein. Des fois il y a par exemple des branches qui ne fusionnent jamais. Par exemple, on va faire une branche spécifique pour un développement, on va dire, séparé d'un projet. Genre on a un projet par exemple qui va tourner sur plusieurs consoles de jeu, admettons un jeu vidéo qui serait sur plusieurs consoles de jeu. Bon, on peut créer une branche pour chaque console par exemple. C'est-à-dire qu'on aura le projet original, le cœur du projet sur la branche master, et ensuite chaque dérive, par exemple la partie PS4, la partie Xbox, la partie PC, on pourra faire une branche dédiée pour chacun. Comme ça on mélange pas, comme ça les gens qui travaillent sur la version PS4, eh bien, ils vont pas se mélanger avec les gens qui travaillent sur la version Xbox, mais tout le monde pourrait récupérer le cœur du projet, donc la partie originale, et travailler comme ça en parallèle. Donc ça c'est des branches qu'on va jamais vraiment fusionner. On va pas par exemple réintégrer ce qu'on a fait dans la branche principale. On va juste faire travailler toutes ces branches en parallèle, de pair ensemble, pour l'ensemble du projet. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs manières d'utiliser le système de branches sur Git. Il y a vraiment plusieurs motifs ou plusieurs comment dire, moyens de s'en servir. Donc moi dans mon cas je pars du principe voilà, que j'avais modifié un fichier en parallèle, j'ai fini, je veux maintenant le fusionner avec la branche courante. Donc je peux tout simplement alors déjà faire un checkout ici de master, on va repasser sur master par exemple. Vous voyez, il vous met switched to branch master. Alors, petite info, vous ne pouvez pas changer de branche s'il y a des commits qui sont à faire, d'accord? Donc si vous avez des fichiers qui sont en attente d'être committés, vous êtes obligé de commit ou d'annuler leur sauvegarde avant de pouvoir changer de branche. Ça paraît logique, hein. S'il y a des choses qui sont en cours, pour ne pas perdre le travail qui a été fait, eh bien on vous oblige à sauvegarder ou annuler avant de changer de branche. Et après, je peux faire simplement un git merge dev par exemple. Ce genre de choses. Git, merge, bon, master pour le coup on s'en fiche parce qu'il n'y a rien. Et vous allez pouvoir comme ça fusionner. Donc moi il me dit que already up to date, pourquoi? Parce que je n'ai rien créé en fait sur la branche dev. Donc forcément dans mon cas vous verrez pas ce qui s'est passé. Mais je peux par exemple faire, on va le faire hein, pour voir un petit peu. Genre le index.html ici, je vais ajouter des choses dedans. Je viens de la branche dev. Voilà, donc j'ai modifié celui-là. Mince, j'étais pas sur le bon, bravo. Bien joué. Bon, attendez, on va refaire ça dans l'ordre. Git. Checkout. Dev. Ok. Donc vous voyez là, il dit d'ailleurs, hop, index.html, vous voyez, il a vu qu'il y a eu un changement depuis. Mais pas grave. On va aller ici. On va rajouter notre ligne. Voilà. Hop. On va commit. Git commit-m modification de l'index HTML. Voilà. Donc là, vous voyez, il vous met change not stage for commit, donc modified index.html. Ok. Pour la branche dev. Et après, on peut faire. Alors par contre, le checkout, il va pas vouloir le faire là. Parce que comme j'ai fait la modification sur master, je me suis gouré, mais c'est pas grave. Il va pas être content. Si c'est bon, ok, il la prend en compte. Bon, très bien. Et là, j'ai plus qu'à faire git merge dev. Voilà. Ok. Et du coup, on va fusionner comme ça une branche à une autre. C'est-à-dire qu'on aura récupéré le index.html que j'avais fait dans dev dans la branche master. Et si plus tard, ça par exemple, je le pousse sur un dépôt distant, on peut imaginer en faisant un git push origin master par exemple, eh bien les gens auront accès à ce fichier HTML là. D'accord, celui que je viens de faire ici. Parce qu'on a maintenant fusionné sur l'ancien. Par contre, si on n'avait pas fusionné, tous les autres auraient l'ancienne version du fichier index, d'accord? Ils auraient la version principale, et nous, on aurait notre version à nous, pendant la modification. Donc en général, on fait une réintégration comme ça d'une branche dans une autre, dans certains cas, quand on a modifié la chose que l'on voulait faire. Et comme je vous l'ai dit, dans certains cas, on va faire créer des branches qui resteront toujours en fait en parallèle, qu'on va jamais fusionner avec la branche principale. C'est simplement pour pouvoir gérer le projet comme ça en parallèle sous différentes branches en fonction du projet qu'il y a. Donc du coup, ça peut devenir un sacré truc, hein, ça peut devenir un sacré graphe avec tout un tas de branches différentes. Mais l'avantage, c'est que le jour où on a fini d'ajouter une fonctionnalité, par exemple moi je dis dev là c'est bon, j'ai fini d'ajouter la nouvelle fonctionnalité que j'ai fait, et bien j'ai juste à faire git branch, alors c'est -d pour delete,
dev. Voilà. Et là, je viens de supprimer ma branche dev. Et là, bah, si je refais un git branch, on voit que je n'ai plus que master. J'en ai plus besoin, hein. Je viens de finir, voilà, j'avais fait ma branche dev juste pour ajouter une fonctionnalité à index.html. J'ai fait la modif, j'ai fusionné sur la branche principale, donc je peux supprimer tout ça. Et on n'hésite pas, hein, si on veut, toujours, voilà. -m, voilà. Tout le monde est content. Voilà. Donc on voit d'ailleurs qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été passées en stage 1. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier de les add. C'est-à-dire que là, bon, le problème c'est qu'il va pas être content parce qu'évidemment je l'avais pas fait. Donc il faudra faire un index.html. Voilà. Et ensuite un git commune. Voilà. Et là c'est bon. Si je fais un git log, ok. Vous voyez, c'est tout bon. Et donc faut pas oublier, hein, évidemment, de faire un add. Je l'avais oublié, mais il faut faire le add une fois que vous avez modifié votre fichier. Ça paraît logique. À partir du moment de toute façon où vous modifiez, vous créez un fichier, que vous supprimez un fichier, ou que vous le modifiez, il faut évidemment préparer à la sauvegarde le nouvel état de ce fichier. D'accord, c'est important si vous ne le faites pas. Parce que add, on pourrait penser que c'est pour ajouter un fichier. Non, c'est juste pour dire tu ajoutes en préparation de sa sauvegarde. Donc il faut même ajouter un fichier qui a été juste modifié. Sinon, bah, les changements ne sont pas pris en compte et vous aurez des petits problèmes. Donc voilà comment ça fonctionne, alors de manière très succincte, hein. D'accord, je suis allé assez vite, le but c'est pas encore une fois de vous faire un cours complet sur Git sur 50 vidéos, ça n'aurait aucun intérêt, surtout que je suis sûr qu'il y a des sites web, des livres ou plein de choses sur internet déjà disponibles avec des gens qui l'ont déjà fait, donc libre à vous d'aller voir ça, qui vous expliqueront vraiment tout dans le détail, le fonctionnement des branches, vous aurez peut-être même des conseils sur la manière d'organiser les différentes branches, sur un projet en particulier en informatique, en web ou je ne sais quoi, ou en gaming, peu importe, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si vous voulez. Moi en tout cas je voulais vous montrer voilà des choses très très simples par rapport à ça. Alors après admettons qu'on travaillerait sur un dépôt distant, c'est la dernière chose que je peux dire. Vous imaginez que vous êtes plusieurs personnes, d'accord, plusieurs personnes qui travaillent sur un projet comme ça en parallèle, en collaboration, et les gens voudraient récupérer par exemple les changements que vous avez fait sur le dépôt distant, notamment avec des fusions. Pour ça, ils peuvent utiliser la petite commande fetch qui va leur permettre en fait de récupérer les modifications que vous avez effectuées. Alors le mieux, parce que si on imagine par exemple que chacun a un dépôt, admettons que moi, mon dépôt c'est github.com/jasonchampagne, hein, j'ai un dépôt sur, j'ai un lien si vous voulez GitHub pour mes dépôts, et puis qu'il y a, je sais pas moi, Tom qui a également son github.com/tom, ce genre de choses, et bien je vais pouvoir faire un pool en fait, récupérer les modifications de cette personne. Comment je peux faire ça? La manière, telle que je vous le recommande, j'en vais noter. Donc ça c'est pour supprimer une branche, hein, d'accord, avec -d pour delete. Donc moi la manière que je vous recommande pour récupérer comme ça les changements d'un dépôt distant de quelqu'un par exemple, c'est de faire comme ceci. Déjà, vous allez faire un remote, git remote, add, vous allez choisir un nom, donc le nom par exemple de la personne, et puis là vous allez avoir par exemple son chemin. Donc moi par exemple ça pourrait être ça, je le montrerai après. Et là vous aurez le chemin vers le dépôt. Donc genre ici par exemple que j'ai un collègue Tom, mettons, qui bosse avec moi sur un projet, je peux mettre ici git remote add Tom et le chemin vers son dépôt. Ensuite j'ai plus qu'à faire et là c'est beaucoup plus rapide, un git fetch Tom, donc le name. Alors cette ligne là, elle évite simplement qu'au niveau du fetch là vous soyez obligé de renseigner tout le temps l'adresse. C'est-à-dire plutôt que de renseigner tout le temps l'adresse, c'est mieux de passer par un pseudo ou un identifiant pour la personne. Comme ça au lieu de faire un git fetch https, j'aurais plus qu'à faire un git fetch du name que j'ai choisi ici. Et après pour récupérer tous les changements, donc pour avoir une version à jour des changements qui ont été faits, et puis on fait le fameux, comme on connaît, git pull, mais de la personne en question, donc name. Et ça va dans ma version locale à moi, donc sur ma version à moi du dépôt, mettre à jour avec les changements qui ont été faits par cette personne là qui porte le nom name pour l'exemple que je montre ici. Donc je sais pas si vous avez bien compris, d'accord, mais normalement je pense que c'est suffisamment clair. C'est juste pour récupérer les changements faits depuis un dépôt distant par une personne. Dans le cas par exemple où vous allez travailler avec plusieurs. Imaginez 3 personnes, chacun a son dépôt distant, d'accord, qui lui est propre. Il y a un dépôt distant ensuite général. Et bien si vous voulez récupérer les changements qui ont été faits par votre collègue, et bien vous pouvez faire ça. Vous récupérez avec le remote, vous pouvez avec fetch vous récupérez directement l'accès au dépôt et ensuite vous demandez à récupérer tous les changements, d'accord. Ça va synchroniser en fait fetch, c'est pas que ça va récupérer, c'est que ça va synchroniser avec un dépôt distant et ensuite pull va permettre de récupérer la dernière version, donc le dernier état en fait du dépôt en question. Donc ça peut être quand même très très pratique à ce niveau-là.
Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, hein. Je pense qu'on a vu quand même beaucoup de choses, hein. On a fait le tour de pas mal de choses. Si on reprend les commandes standards de tout à l'heure et les commandes que je vous ai montrées ici pour la partie dite avancée de l'utilisation de Git, il y a de quoi faire. Donc cette vidéo est évidemment pas mal longue je pense, mais il y avait beaucoup de choses intéressantes. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois, à la regarder en plusieurs fois même, à prendre des notes, à tester, etc. avec l'utilisation de dépôts en local et de dépôts à distance. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, parce que je l'avais déjà dit, si vous cherchez un site pour pouvoir avoir héberger vos propres dépôts publics gratuitement, vous avez le site GitHub par exemple qui fonctionne très bien. Vous pouvez vous inscrire, ensuite vous aurez un système de dépôt. Par exemple, j'ai mon dépôt à moi ici, voilà. Donc par exemple, si vous voulez récupérer, admettons, vous voulez récupérer n'importe quoi, ça fonctionne partout. Là vous avez par exemple ici Python Design Pattern, et bien il suffit de faire ça. Donc si je veux le récupérer par exemple moi en local, je vais récupérer mon truc à moi. J'y suis là, ouais. Et bien je fais simplement git clone, suivi du chemin, vers mon dépôt. Voilà, et vous voyez qu'il est récupéré. Donc là, regardez les fichiers qu'il y a, d'accord, on voit tout ça, tous ces fichiers-là. Après, je pourrais sans problème créer un nouveau fichier dans mon dépôt, faire un git add pour l'ajouter à la sauvegarde, faire un commit, et ensuite faire un push. Par contre, évidemment, vous vous doutez bien, il va me demander les identifiants de mon compte GitHub, hein, parce que sinon ça voudrait dire que n'importe qui pourrait s'amuser à mettre n'importe quoi comme bazar dans mes dépôts, donc à moins d'autoriser certaines personnes explicitement. Là pour le coup, si je veux faire ça, il va me demander mes identifiants GitHub pour avoir le droit de pousser en fait, donc de faire un push sur mon dépôt ici distant. Donc voilà, si vous voulez avoir un système comme ça à distance pour vous, avec vos dépôts, vous pouvez faire ça. L'avantage, c'est qu'après, vos dépôts ils seront accessibles via une connexion internet de partout. Vous aurez juste à installer Git ou le mettre sur une clé USB et vous pourrez récupérer vos projets comme ça à distance. L'avantage, c'est qu'au lieu d'avoir tout en local et d'avoir des versions pas forcément à jour, là vous aurez une version maintenue à jour un peu partout, qui n'aura pas besoin de trimballer d'un droite à gauche sur des clés USB, des CD. Vous aurez tout disponible comme ça sur un système, un gestionnaire de version, en l'occurrence Git, ici, pour pouvoir travailler sur vos différents projets. Voilà, je pense avoir fait le tour là-dessus. Si évidemment il y a des questions, des choses que j'ai peut-être oubliées, ou que j'ai pas dit, ou que vous aimeriez savoir un peu plus dans le détail concernant Git, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires. Dans tous les cas, il faudra de toute façon pratiquer et utiliser ce logiciel-là pour en comprendre le fonctionnement vraiment. Et il n'y a que dans des cas concrets, des réels projets, que vous arriverez vraiment à comprendre l'utilité des branches, etc. Comme moi par exemple, vous voyez qu'ici, je n'ai qu'une seule... voilà, j'ai que la branche master, donc j'utilise pas d'autres branches pour ce type de dépôt-là. Donc voilà, c'est à vous de voir. Donc je rappelle un repository, le terme anglais pour dépôt. Donc n'hésitez pas à mettre en pratique tout ça pour voir comment ça fonctionne. Et puis on se retrouvera du coup pour une prochaine vidéo d'aide sur formation vidéo. A bientôt tout le monde.